Parlons donc de la CDC, je l'ai dit à l'entame de l'émission. Vous savez que l'entreprise, depuis pratiquement 4 ans ou un peu légèrement plus, connaît des difficultés, notamment dues à ce qu'on appelle désormais la crise sociopolitique et sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, qui, comme vous le savez, est en proie à des personnes qui ont pris des armes contre l'armée régulière et qui depuis donc freinent les activités notamment économiques et d'ailleurs toutes les autres activités également, ce qui a un impact assez fort sur ce deuxième employeur au Cameroun. Vous le savez, la CDC, c'est quand même une grosse machine en termes d'emploi, c'est une grosse machine en termes de revenus et également toutes les activités sociales que cela pouvait susciter dans la région du sud-ouest. On en parle ce soir parce que, évidemment, même en pleine crise, il y en a qui réfléchissent sur des solutions de relance et on va essayer de déployer ce soir donc ces possibilités de relance de la CRT et de la CDC, fatalement en cette période de Covid également, qui pourrait doublement ralentir peut-être cette initiative-là également. Alors, Edmond, je commence peut-être par vous. Quel est l'état des lieux qu'on peut faire à ce moment, aujourd'hui, de cette entreprise? Cessation de paiement, arrêt total d'activité. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut en dire? Écoutez, la CDC est en cessation de paiement. La CDC est en arrêt d'activité totale du fait que la crise sécuritaire a suffisamment entamé son appareil de production. Vous avez vu plusieurs de ces installations qui ont été incendiées par les combattants. Vous avez également vu qu'à chaque fois, plusieurs fois, ces combattants, on les appelle les ambazoniens, ils s'en sont pris, n'est-ce pas, aux employés. On a vu que plusieurs fois, certains employés ont vu leurs membres amputés, des doigts coupés, et donc cet état de fait a entraîné l'arrêt n'est-ce pas, des travaux. Et donc il me semble qu'à chaque fois qu'on parle de la relance des activités, il faut qu'on distingue que la crise du coronavirus, la crise sanitaire, vient en complément de l'existence à une crise qui existait déjà, qui était la crise sécuritaire. Et il faut donc faire la différenciation parce que la crise sécuritaire a ceci de plus compliqué qu'elle n'entraîne pas seulement l'arrêt, n'est-ce pas, de la production, mais elle endommage, n'est-ce pas, elle fragilise et endommage l'appareil de production. C'est la différence avec, n'est-ce pas, la crise sanitaire. La crise sanitaire appelle ce que nous appelons un switch off ou alors un ralentissement. Soit vous tournez le bouton pour arrêter et attendre que la crise passe, que la conjoncture passe, alors qu'avec la crise sécuritaire, cela entraîne des dommages, c'est-à-dire que l'appareil se trouve saccagé et la relance des activités va être encore plus lourde et plus coûteuse parce qu'il faudra procéder à de nouvelles installations. C'est pourquoi à chaque fois que vous avez vu M. Franklin intervenir, il a dit qu'il avait besoin de 70 milliards pour relancer les activités de la CDC. Et donc c'est de ça dont il est question. Il faut aujourd'hui beaucoup d'argent pour faire, n'est-ce pas, pour réinstaller, n'est-ce pas, l'appareil de production de la CDC. C'est de ça dont il est question. Mais seulement, il ne faut pas que les gens se trompent. Nous, quand il y a une situation comme celle-là, avant, on ne parle pas de relance des activités sans faire préalablement ce qu'on appelle une évaluation stratégique. L'évaluation stratégique vous permet de savoir, de mesurer quelle a été, jusqu'où est-ce que la crise a pu impacter sur l'appareil de production et quels sont les différents segments sur le plan des ressources humaines, sur le plan, n'est-ce pas, sur le plan technique et sur le plan financier, sur le plan même environnemental. Il faut déterminer exactement quel a été le niveau d'impact, n'est-ce pas, de la crise sur cet environnement-là, de l'activité. Et une fois que vous avez fait, n'est-ce pas, cette évaluation stratégique, maintenant il est question de voir qu'est-ce qu'il faut pour relancer l'activité.
Dans le cas de la CDC, ça va être très difficile parce que le préalable serait d'abord qu'on en finisse avec la crise. Parce que voyez-vous, si vous vous présentez auprès de n'importe quel financier qu'il vous trouve les 70 milliards de francs, la première question qu'il va faire, c'est qu'au niveau de l'analyse du risque, il va vous demander est-ce que ce qui a causé d'abord cette crise-là, est-ce que ce qui a causé l'arrêt d'activité est déjà passé? Absolument. C'est d'abord la première question qu'il va vous poser. Si vous lui dites non, la crise est encore là, alors il va tout simplement vous dire le risque est grand, que je mette des fonds à votre disposition, qu'on vienne encore, que vous réinvestissiez et que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Justement, en termes d'évaluation, Denis, que vaut la CDC aujourd'hui? Je crois que au-delà de l'existant, on aurait pu dire qu'il n'y a plus d'existant, en dehors de nom. Tout le patrimoine qu'on connaît, c'est-à-dire à peu près 6 000 hectares de terre, et ce n'est pas rien du tout. Du personnel qualifié en milliers, à peu près 13 500, je crois. Donc, il reste dans la CDC ce personnel qualifié-là qui peut opérer dans une bananeraie. Il reste dans la CDC 6 000 hectares de terre qui valent de l'or sur le marché international. C'est pas facile d'avoir 6 000 hectares de terre. Il reste de la CDC la possibilité de lever des fonds à l'immédiat sans activité même. Quand vous avez lu mon enquête cette semaine sur les 32 milliards de francs CFA qui sont introuvables dans la filière banane, il y a des résidus d'à peu près 15 millions d'euros en tout, en jeu. Et ce que je disais tout à l'heure, que c'est quand même extraordinaire qu'on parle de relance comme si rien ne s'était passé. Alors, il n'y a pas de relance parce qu'il faut rapidement mettre la main sur les fonds qui étaient issus de la subvention de l'Union européenne, ça autour de 15 millions d'euros aujourd'hui. Je voudrais préciser que dans la région du Sud-Ouest, il n'y a pas que la CDC. Il y a la Sonara qui fonctionnait très bien dans le contexte de crise jusqu'à ce qu'il y ait l'incendie. La Sonara n'a jamais arrêté de fonctionner parce qu'il y avait la crise et parce que les moyens avaient été suffisamment mobilisés pour que les installations soient sécurisées. Dans une partie du Sud-Ouest, il y a d'autres opérateurs de la filière banane qui opèrent jusqu'à présent. Donc, ces opérateurs n'ont pas cessé d'activité. Vous avez dans la région de Mundemba, Pamol, qui a connu quelques petits problèmes comme la CDC au départ avec les attaques sécessionnistes, mais comme par extraordinaire, Pamol n'a plus les mêmes problèmes. Donc, il reste que la CDC, elle, a été complètement vandalisée. Donc, moi, on ne va pas revenir là-dessus parce que mais si on avait une émission de 2 heures ou 3 heures là-dessus, on chercherait à comprendre pourquoi c'est la CDC seule qui va disparaître de cette zone-là, alors qu'il y a d'autres unités agro-industrielles qui continuent de fonctionner. Alors, donc, il y a de gros enjeux de relance. En réalité, ce n'est pas la relance. Et il y a des enjeux de reprise. Et j'ai publié, on est tombé sur une correspondance adressée par le secrétaire général des services du Premier ministre à la CDC pour rentrer en discussion rapide avec la fruitière aux fins de relance. Alors, est-ce que c'est la relance? Est-ce que c'est la reprise? Est-ce que c'est de l'assistance? Ça, c'est une véritable nébuleuse aujourd'hui. Vous savez que je suis que vous avez dû contacter la CDC pour venir à cette émission. Dans le cadre de mon enquête, j'ai envoyé des questions au DG de la CDC. Je n'ai pas eu de réponse. Ça, il faut comprendre, c'est quelqu'un qui a son interactif, mais compte tenu de ce que c'est une véritable chimère,
il faut comprendre l'embarras qu'il peut y avoir à répondre ou à venir sur un plateau comme celui-ci. Et donc, la question en toile de fond, c'est que est-ce que l'État du Cameroun, qui est actionnaire, ne sait pas où est-ce qu'on peut trouver des moyens pour relancer les activités de la CDC, sécuriser la CDC? En tout cas, ils auraient dû le faire avant. Et ça, c'est toujours problématique. Est-ce qu'ils ne peuvent pas trouver des moyens pour... Est-ce que l'État du Cameroun peut se payer le luxe de céder aux francs symboliques 6 000 hectares de terre, tout le patrimoine de la CDC à la fruitière? Y a-t-il des risques de cession? C'est en vue. On a toutes les correspondances qui tendent vers là. Et je dis qu'en réalité, ce n'est pas pour la relance. Toutes ces démarches-là, toutes ces correspondances, c'est que d'ici juin, les fonds, les subventions de l'Union européenne vont soit retourner, soit être reconduites au profit, au bénéfice des entreprises qui opèrent. Or, comme la CDC est un bon prétexte, il y a donc cet artifice-là pour essayer de simuler une relance pour que ceux qui sont dans le process récupèrent les subventions. Je crois qu'on en a parlé par le passé, mais les choses se dessinent assez clairement. Mais moi, je ne suis pas spécialiste de la gestion des entreprises, mais on a quand même, en tant que journaliste, ayant enquêté pendant des mois sur cette question, il y a un scandale qui se joue du côté du sud-ouest. Et donc, on ne peut pas, parce que, je peux vous dire, il y a des acteurs politiques à Yaoundé qui entendent mettre sur pied une entreprise écran qui sera dans l'actionnariat de la CDC restructurée. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, si ça continue ainsi, les gens vont réussir à reprendre. Vous savez qu'on a travaillé par le passé, j'avais travaillé à l'époque sur la Sonel. Vous savez comment est-ce que la Sonel a été privatisée? Vous savez comment est-ce que la CDE, Camwater, vous savez comment est-ce que ça s'est passé? Donc, il y a la même opération, parfois même les mêmes acteurs qui étaient déjà du côté de la Sonel. C'est la même opération qui est en train d'être lancée sur la CDC aujourd'hui. Et il va se trouver que des gens agissant au nom de l'État du Cameroun seront bientôt propriétaires ou actionnaires aux francs symboliques de la Cameroun Development Corporation. C'est de ça qu'il s'agit et on aurait pu avoir ces acteurs-là, les principaux acteurs, pour qu'ils nous expliquent comment est-ce que au Cameroun, on ne sait pas comment est-ce qu'on s'est si en cessation de paiement, en cessation d'activité, soit vous relancez, parce que vous ne pouvez pas demander, vous voulez relancer la filière banane, vous promettez contre subvention d'atteindre le cap de 400 000 tonnes de bananes. Au bout de 3 ans, vous êtes à 203 000. Vous avez déjà consommé toutes les subventions sans aucun audit. Entre-temps, l'un des acteurs de la filière veut reprendre son principal concurrent, si on peut le dire. Alors, est-ce que l'entreprise, la fruitière qui veut reprendre la CDC, qui veut relancer la CDC, a déjà suffisamment développé sa propre activité au point de vouloir maintenant se déporter sur une autre entreprise? Je crois qu'il y a quand même des éléments de bon sens qui devaient guider l'action des décideurs sur le plan de la conservation, la préservation du patrimoine économique national. Au regard des enjeux tels que Denis vient de les élaborer, quel est le chemin, je veux dire, qui serait profitable aux actionnaires, évidemment à l'État, aux employés, à la filière, en termes de protection, en termes de préservation? D'abord, le premier, il faut déjà savoir que, au regard même de la crise que nous traversons, et au regard de la structure macroéconomique de notre pays, on comprend tout simplement qu'il est impérieux, il est urgent, il est vital pour l'État de garder la main sur un certain nombre de patrimoines et de ne pas les brader. Et je comprends, avec le développement que Denis a fait, je comprends qu'il a mené une investigation assez sérieuse sur la question. La CDC aujourd'hui court le risque de tomber dans l'escarcelle de la mafia, n'est-ce pas, qu'ont connu beaucoup d'autres entreprises. Il faisait allusion à la Sonel,
l'ex-Sonel, qui est aujourd'hui devenu Eneo, après être devenu tout ce que nous savons, après tout le parcours que nous connaissons. Et donc aujourd'hui, le risque serait de voir la CDC tomber dans l'escarcelle de cette mafia-là. Parce que si aujourd'hui on perd un patrimoine comme celui-là, ça dit que si on vend la CDC, ça veut dire, en termes d'actifs, c'est beaucoup d'hectares de terrain que nous perdons, que nous cédons entre les mains des privés. Et le problème justement du Cameroun aujourd'hui, c'est que nous avons perdu la main sur l'appareil de production locale. Vous voyez un peu, ça dit que nous sommes extrêmement dépendants. Et si aujourd'hui, il faille encore que nous bradions la CDC, qui, il faut le dire, reste quand même une grosse source de devises pour nous, s'il faille aujourd'hui que nous perdions encore cet outil-là, ça veut dire qu'in fine, le Cameroun, on devient étranger chez nous-mêmes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il faille encore que pour manger un doigt de banane, il faut que ce soit un étranger qui produise ce banane pour nous donner. S'il faille que pour avoir un litre d'huile, que ce soit encore un étranger. S'il faille que pour produire notre EVA, que ce soit toujours des étrangers. Après qu'on ait bradé Evecam, après qu'on ait bradé Socapalm, vous savez que Socapalm aujourd'hui rentre dans la propriété de Bolloré. Vous savez que Evecam aujourd'hui a été bradé. Vous savez que Ferme Suisse aujourd'hui a été bradé. Vous savez que Pamoil dont il parle, je ne suis pas sûr que c'est encore la propriété de l'État. Il y a un risque sérieux, n'est-ce pas, de voir la CDC partir. Pourtant, il est vital, comme je le disais, que nous gardions la main au moins sur ce patrimoine-là. C'est beaucoup d'hectares de terrain que nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, nous payer le luxe de céder comme ça, de brader comme ça. Aujourd'hui, je l'ai dit, il faille, si la CDC peut aujourd'hui justifier que les conditions sécuritaires sont bonnes et lui permettent de reprendre ses activités, la CDC a suffisamment d'actifs pour lever les fonds. N'est-ce pas, je veux dire, par n'importe quel moyen. Les actifs de la CDC lui permettent de lever les fonds et de relancer son activité. C'est possible. Donc, je ne comprends pas pourquoi, suite à cette crise-là, au lieu de se concentrer pour justement mettre la sécurité autour de la CDC, on veuille plutôt, n'est-ce pas, brader ce patrimoine-là. C'est le risque qu'il ne faut surtout pas courir. Il ne faudrait pas que, après la Sonel, après CDE, après tous les autres, qu'on rentre encore dans, je vais dire, qu'on retrouve encore le risque de perdre la CDC, qu'il faut le dire, est le second grand employeur après l'État. Au moins là, l'État peut contrôler, l'État contrôle encore un certain nombre de choses, mais si on perd cet outil, j'avoue que ça va faire grincer un peu les dents. Que faut-il faire pour limiter les risques, éventuellement pour préserver et conserver cette entreprise dans le patrimoine de l'État? D'abord, je dis que le risque est grand que l'entreprise ne reste pas sous l'escarcelle de l'État du Cameroun. Alors, nous n'avons pas, nous nous retrouvons malheureusement à reprendre le rôle néfaste que jouent certains acteurs en situation soit de monopole ou de malice anticoncurrentielle. Vous savez que la fruitière a une mainmise sur la banane ivoirienne, elle a une mainmise sur la banane ghanéenne, et elle veut obtenir un monopole similaire au Cameroun. Et ce monopole-là ira va de l'interprofession au Cameroun à travers l'association bananière du Cameroun, la Sobacam, et au niveau international. J'ai regardé les statuts de l'association de l'interprofession. Je constate que ceux qui sont chargés d'assurer le fonctionnement de l'interprofession ont une prise d'intérêt. C'est vrai que j'ai discuté avec notre conseil juridique qui nous a dit que les statuts de la Sobacam n'interdisent pas, par exemple à son secrétaire général, de travailler dans une société concurrente. Or, le secrétaire général de la Sobacam est employé
de la de PHP, qui est une filiale de la fruitière. Ouais. Est-ce que c'est bon moralement que celui qui est chargé d'assurer l'intérêt général des producteurs de la banane au Cameroun soit employé d'une structure? Quel qu'en soit le cas, c'est qu'il y a des visées, même si par extraordinaire, les textes... Qu'est-ce qui l'en empêche si les tests ne... On ne peut pas décider que le rédacteur en chef de STV assure l'intérêt général de toutes les rédactions de télévision au Cameroun. Parce que vous êtes rédacteur en chef de STV. Même si la loi le permet, alors, par quelle alchimie est-ce que vous allez assurer l'intérêt général de toutes les télévisions, étant donné que vous êtes le rédacteur en chef d'une télévision concurrente? En fait, tu veux dire qu'il y a un risque élevé de prise illégale d'intérêt? Prise illégale d'intérêt, et bien sûr, parce qu'il y a une double rémunération. D'abord, il y a un système de double rémunération. Ce qui n'est pas interdit est permis. Ce qui n'est pas interdit est permis, mais nous sommes là. Tout à l'heure, j'ai demandé pourquoi est-ce que vous avez des entreprises, des agro-industries qui fonctionnent dans le sud-ouest, sauf la CDC. Quand on dit que vous êtes journaliste, enquêteur de presse, c'est des petites questions, il ne s'agit pas d'un travail extraordinaire, c'est que vous posez une question. Comment est-ce que tout le monde fonctionne et il y a, comme de façon extraordinaire, une entreprise à l'arrêt? On a pris 2016. En 2016, c'était déjà... en 2016, la CDC était déjà sur la pente descendante et la crise anglophone a été un prétexte pour achever l'activité de cette agro-industrie-là. Aujourd'hui, comme par extraordinaire, le travail d'achèvement, c'est que un concurrent qui assurait déjà pratiquement l'assistance technique à 80% va reprendre. À quel prix? Pourquoi est-ce qu'on va permettre aux fonctionnaires de la primature ou je ne sais pas de quelque instance de l'État ou du ministère de l'économie d'ordonner au directeur d'une entreprise à capitaux publics d'aller négocier avec une entreprise à capitaux privés pour la reprise qui ne dit pas son nom? Alors si l'État du Cameroun veut privatiser la CDC, que cela soit su. Et qu'on procède comme on procède... Avec un appel à manifestation d'intérêt. Avec ou alors... Et il y a un prix. Vous avez dit tout à l'heure que quand vous avez 13 000 employés qualifiés, quand vous avez la signature de l'État, quand vous avez 6 000 hectares de terres extrêmement fertiles et stratégiques, vous pouvez lever les fonds n'importe où. Donc vous n'avez pas besoin c'est pas une industrie coulante, c'est une activité à fort potentiel de bénéfice et on n'a pas besoin de procéder par des alchimies. Comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est ce que je vois que j'ai toujours demandé à beaucoup de journalistes de s'intéresser à cette question-là, c'est que les Camerounais doivent savoir qu'il y a une opération en cours visant la reprise de la CDC aux fins symboliques par la PHP. Par la fruitière. Mais ça, c'est une accusation, Denis. C'est visible, il y a des documents qui existent pour cela. Ça, c'est d'un. Et ça, c'est créer une situation de monopole, pas de fait, de monopole réel, qui n'est pas bon pour les ambitions affichées par l'État du Cameroun, à savoir produire 400 000 tonnes de bananes. On en est à 203 000. Si la fruitière a des moyens financiers pour développer les plantes, dans le cadre des MAB, des mesures d'accompagnement banane, la fruitière avait promis de développer 1000 hectares de nouvelles plantations. Ils en ont réalisé 400. Donc ils ont des terres pour faire 600 hectares de bananes qui n'ont pas développé. Et ils laissent donc, je dis, ce travail-là, laisse donc ce pan de 600 hectares pour aller récupérer, pour se proposer de développer 6000 hectares. Donc, pour ceux qui savent comment est-ce que ça se passe dans c'est une sorte, je ne sais pas si on va appeler ça, une sorte d'OPA qui ne dit pas son nom parce que c'est offrande symbolique. Oui, ça devait nous interpeller et qu'il faut, il faut suffisamment de transparence pour qu'on comprenne quelle est l'urgence qu'il y a à confier la CDC, quelle que soit la formule, à une entreprise qui est incapable de développer sa propre activité. Alors, si cette entreprise avait développé suffisamment sa propre activité, on aurait encore que ça ne donne... Il n'y a aucune raison de penser que c'est le monopole et un monopole privé sur un patrimoine public
offrande symbolique, je dis bien. Donc, si l'État du Cameroun, si les gens veulent reprendre la CDC, qu'ils se proposent de payer le juste prix. Tout à l'heure, j'ai dit que ce n'est pas ça le problème. Donc, ce qui est affiché à travers les correspondants, c'est qu'on veut relancer. Vous savez que, étant donné que le gouvernement veut que les emplois reprennent, et là, il y a un économiste qui vous dit, on ne relance pas comme ça une entreprise qui est aux arrêts depuis 4 ans sur un coup de tête. Et c'est le problème. C'est pour ça que je révèle l'autre pan qui voudrait que toute l'opération est montée parce qu'il faut en urgence, avant juin 2020, récupérer les restes des subventions de l'Union européenne de 15 millions d'euros. La CDC qui était le deuxième producteur. 15 millions d'euros. 15 millions d'euros. La CDC, ça peut être la CDC qui était le deuxième producteur et complètement à l'arrêt. Il y a une entreprise, la fruitière, qui se propose comme étant le sauveur de la filière, qui, dans une prétention qui est juste apparente, veut avoir à gérer la CDC pour reprendre ces subventions-là. Or, cela ne doit pas se passer ainsi. Ces subventions sont des subventions accordées à l'État du Cameroun. Absolument. Donc, une entreprise privée va récupérer des fonds destinés à l'État, des subventions destinées à l'État du Cameroun, pour aller reprendre les activités d'une entreprise appartenant à l'État du Cameroun sans débourser le moindre. Ça ne se passe pas ailleurs. Oui, j'étais en train de dire que c'est quand même, c'est coutumier, on le voit au Cameroun, c'est-à-dire que lorsqu'on a une entreprise est opérationnelle, et je suis d'accord avec Denis pour dire que même avant 2016, la CDC battait déjà de l'aile. Ça veut dire que la CDC avait déjà des problèmes structurels. Or, au Cameroun, on a un problème, ce n'est pas seulement avec la CDC, on l'a vu avec plusieurs entreprises, c'est-à-dire que on laisse des entreprises fonctionner, on ne fait pas l'audit, on ne met pas en place un mécanisme de suivi et de contrôle pour savoir si l'opérationnalité de l'entreprise est encore viable, et jusqu'à ce que l'entreprise présente une défaillance vraiment criarde et insurmontable, et alors tout ce qu'on trouve tout de suite comme remède, c'est vendre. On a également le cas avec, par exemple, la Camerco, qu'on passe le temps à recapitaliser sans que personne ne puisse de manière structurelle dire qu'est-ce qu'il faut, soit pour viabiliser l'entreprise. Lorsqu'on a audité une entreprise, lorsqu'on a évalué stratégiquement une entreprise, on est capable de dire s'il faut relancer l'entreprise, si oui, qu'est-ce qu'il faut, quels sont ses points de faiblesse, quels sont les points saillants sur lesquels il faut mettre l'accent. S'il n'y a rien à faire, alors on liquide l'entreprise et on passe à autre chose. C'est-à-dire que s'il est démontré qu'à plus de 50%, les atouts de cette entreprise sont laminés et qu'il n'y a plus rien à faire, alors ça veut dire que l'entreprise n'est plus viable, elle ne donne plus rien. Mais si on se rend compte qu'il y a eu des failles quelque part et que ce sont des failles correctibles, ça peut être sur le plan du personnel qui est mal formé, qui ne maîtrise pas son job, ça peut être l'outil qui est désuet, qu'il faut, n'est-ce pas, raffiner un peu. Ça peut être tout simplement les missions qu'il faut redéfinir. Donc, dans l'évaluation stratégique, on est capable de définir tout cela. Mais si après avoir défini tout cela, on se rend compte que quelque chose, on peut corriger, n'est-ce pas, là où ça ne tient pas et relancer l'entreprise. Dans ce cas, on corrige et on relance l'entreprise. Mais au Cameroun, qu'est-ce qu'on fait? On laisse l'entreprise. L'entreprise présente des points de défaillance à un niveau. On laisse faire, on ne corrige pas. L'entreprise n'arrive pas à atteindre l'objectif. On définit des objectifs à une entreprise. On donne des objectifs avec un chronogramme bien déterminé. Au bout de ce chronogramme, les objectifs ne sont pas atteints. Personne ne pose la question. On ne se demande pas qu'est-ce qui, ça n'a pas marché à quel niveau. On ne se demande pas. Jusqu'à ce que l'entreprise soit complètement à l'agonie et tout ce qu'on trouve à faire, c'est n'est-ce pas, de brader. Ça ne doit pas arriver, n'est-ce pas, à la CDC. L'État a le devoir de recapitaliser la CDC en tant que, n'est-ce pas, propriétaire de ce patrimoine-là. L'État doit recapitaliser la CDC au lieu de brader ça. Mais avant de recapitaliser, il y a un problème. Il faut corriger les manquements structurels parce que la crise anglophone et ce qui sévit en ce moment, la crise sanitaire, ce sont des conjonctures. Et très souvent,
les gens font beaucoup d'erreurs, c'est-à-dire que lorsqu'une conjoncture passe, on dit il faut recapitaliser. Non, on ne jette pas de l'argent dans un gouffre. C'est pour ça que je vous ai dit, même quand vous vous lancez sur le marché financier, la première chose que le financier va vous demander, c'est... La même cause ne vont pas... Oui, il va vous demander d'abord, premièrement, où est votre évaluation stratégique, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et ensuite, maintenant, il vous demande où est le business plan. Parce que dans le business plan, vous devez être capable de définir les nouveaux objectifs et de présenter les points, les faiblesses de l'entreprise et dire comment est-ce que vous comptez corriger ces faiblesses-là. Et en ce moment, si le financier se rend compte que vous avez d'abord compris ce qui n'a pas marché et que vous avez les moyens que vous vous proposez pour les corriger sont suffisamment étoffés, suffisamment solides, alors dans ce cas, le risque, on peut courir le risque. Mais si vous ne présentez même pas déjà cela, parce que le problème aujourd'hui, c'est que on ne nous dit pas pourquoi est-ce que la CDC, n'est-ce pas, les problèmes se posent à quel niveau? Pourquoi la CDC n'arrive pas à atteindre les objectifs? On a défini les objectifs de 400 millions de tonnes. Mais il est évident que l'activité ne tourne pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce que c'est un problème? Parce que quand une entreprise, c'est quoi? C'est écouler, c'est produire et c'est vendre. Alors, le problème, c'est où? Est-ce que c'est au niveau de la production? Si oui, dans la production, il faut sortir les déclinaisons qui ne marchent pas. On a pu voir que la situation sécuritaire a grandement empiété sur le fonctionnement normal même de l'entreprise. Et j'ai dit... Les planteurs ont plusieurs fois été victimes des agressions dans les champs, pour ne prendre que cet exemple. Les unités de production ont souvent été détruites. On a pu voir ça également. Oui, effectivement, ça, c'est pour ça que j'ai dit, cette conjoncture, parce que c'est une conjoncture, cette conjoncture est venue tout simplement aggraver un peu les problèmes structurels que la CDC présentait déjà. C'est pour ça que dans l'évaluation stratégique, on définit bien, il faut bien faire le distinguo entre les problèmes structurels et les problèmes conjoncturels. En ce moment, par exemple, le monde entier traverse une conjoncture qui lamine un peu, n'est-ce pas, les moyens de production à tous les niveaux. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte qu'il y a un ralentissement de l'activité industrielle mondiale. Ça ne peut pas être le fait de quelqu'un. C'est une crise, c'est une conjoncture. Maintenant, dans l'évaluation, il va bien falloir distinguer les problèmes d'ordre structurel et les problèmes de conjoncture. Si on se rend compte qu'il y a des problèmes structurels, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes, les problèmes structurels, ce sont les problèmes qui attaquent le fonctionnement, l'opérationnalité de l'entreprise et dont l'entreprise n'arrive pas à surmonter. C'est ça les problèmes structurels. Alors dans l'évaluation, quand on a pu mettre le doigt, mettre ces problèmes-là en surbrillance, maintenant, on se demande quels sont les moyens qu'il faut mettre, n'est-ce pas, en œuvre pour corriger ces problèmes-là. Parce que lorsque vous traînez ce genre de problème, il est évident que les gens pensent toujours que c'est un problème d'argent. Non, l'argent à lui seul ne suffit pas. Si vous avez par exemple un personnel qui ne maîtrise plus les enjeux, si vous avez un management qui ne maîtrise plus les enjeux, qui ne sait pas update, qui n'a pas pu faire un update en termes des enjeux de la nouvelle donne mondiale, il est évident que même si vous lui donnez 1000 milliards, après 6 mois, après 1 an, c'est de l'argent qu'il va dilapider. Si vous permettez, sur les enjeux justement, si la CDC n'avait pas été victime des attaques sécessionnistes, elle serait toujours morte. Et on était arrivé à un niveau où les dirigeants ne maîtrisaient aucun enjeu. Parce que il y a une concurrence en régie. Le traitement des plantations de la CDC était assuré par son concurrent. Le transport, assuré par qui? Donc la chaîne de production et, je vais dire, d'exploitation n'était plus contrôlée par les dirigeants de l'entreprise. Ce qui s'est passé aujourd'hui, on a eu ça avec Del Monte aujourd'hui, et quand ils sont partis, l'État a constaté qu'il était totalement floué. Alors, si on ne peut pas, au pire des cas, il faut une société de patrimoine. L'État a les employés, l'État a le patrimoine, la CDC, et on trouve un opérateur non concurrent pour
assurer le fonctionnement, les services connexes, notamment le transport, exactement, le traitement et tout. Exact. Ça, et dans le cadre des mesures d'accompagnement dont on a parlé tout à l'heure, était justement prévu que, je crois que les acteurs avaient pensé que les subventions serviraient à doter l'interprofession de l'outil nécessaire au traitement, par exemple, des plantations, ce qui n'a pas été fait. Pourquoi? Parce qu'il y a des lits d'initiés et un acteur du secteur continue à garder derrière lui tous les moyens de traitement et d'exportation, même mis sur le traitement et l'exportation de la banane. Dans ces conditions-là, il n'est pas possible qu'on sorte de l'ornière. Sauf qu'en 2020, personne ne peut comprendre comment est-ce que l'État n'a pas suffisamment tiré les leçons de mauvais partenariat avec Del Monte pour se remettre dans une situation où on ne peut pas, je ne sais pas s'il existe on n'a pas encore vu ça dans beaucoup de pays. Et si on était j'ai suivi, on a fait dans le cadre des codices judiciaires, on a suivi la plupart des affaires, les grandes affaires de l'opération épervier. Si on était dans une situation réelle, une situation sérieuse, on aurait une opération épervier qui concerne essentiellement la CDC, mais personne n'en parle. Et puisque le gouvernement aime le liquide, le cash, j'ai l'impression que le dirigeant politique ne voit pas combien d'argent l'activité d'une entreprise comme la CDC charrie. Donc, ils ont concentré les efforts sur la préservation des emplois, ça c'est toujours, c'est du business. L'activité de la production et l'exploitation de la banane n'est pas une activité humanitaire. C'est une activité commerciale hautement rentable. Et on ne peut pas tout le temps vous brandir le fait qu'il y a l'emploi. Encore que sur le plan stratégique, la CDC est à la partie anglophone du Cameroun, c'est que la CAME était à tout le Cameroun. Est-ce que les dirigeants se rendent compte que si on s'y prend mal, on va envenimer la situation la crise déjà très tendue, où les gens, on a une partie de nos compatriotes qui penseraient qu'il y a comme une main basse sur ce patrimoine-là qui était la fierté de cette partie du pays. Quelquefois, il faut quand même que les dirigeants, même lorsqu'on est dans le cadre des choix économiques, se projettent sur le plan stratégique pour comprendre qu'il y a des choix qu'on ne fait pas, et des choix qu'on ne fait pas à certains moments précis. Comme par hasard, donc, parce que les gens veulent faire même bas sur la subvention, l'État qui a été spolié dans le cadre de l'argent qui avait été accordé à l'État pour optimiser sa production, l'État n'a pas obtenu, n'est-ce pas, l'État a obtenu la subvention, sauf que le résultat n'y est pas. Au contraire, on est passé de 310 000 tonnes de bananes à 203 000. L'État, aujourd'hui, entre guillemets, l'État, c'est les individus, c'est ceux qui veulent faire même bas sur ce bâtiment-là, volent un secours de ceux qui devaient avoir assez justifié auprès de l'Union européenne de l'utilisation des maps. Et c'est pour ça que nous avons dû publier des correspondances qui appellent un certain nombre de responsables à tout faire, à faire du lobbying pour convaincre l'Union européenne de reconduire, soit les maps, et ou de reverser ou de verser les reliquats. Sauf que là où on est parti, l'État du Cameroun aura éventuellement à rembourser de l'argent qui a été utilisé par des privés sans résultat probant sans résultat visible sur le développement de la filière banane. Alors, que doit-on faire dans ce cas-là? Je veux dire que dans ces conditions, on peut s'interroger quel peut être l'avenir de la CDC au regard des enjeux, des batailles, mais surtout de l'intérêt, évidemment, la protection de la boîte. Ce qu'il faut faire, c'est déjà de questionner la responsabilité d'un certain nombre de fonctionnaires, d'agents de l'État. Vous savez, de deux choses l'une. Soit ils font montre d'une incompétence et d'une incurie remarquable, soit ils ont décidé de sacrifier l'intérêt national sur l'autel de leurs intérêts, de leur égoïsme, tout simplement. Et moi, je pense beaucoup plus pour le second cas. Je ne crois pas qu'on puisse être aussi incompétent
au point de ne pas comprendre l'importance qu'il y a de préserver le patrimoine national. Je ne pense pas que c'est même pas une question de compétence, c'est une question de bon sens, tout simplement. C'est-à-dire que n'importe qui saurait que lorsqu'on a pu, n'est-ce pas, acheter une télévision dans une maison, on n'a pas besoin d'avoir un diplôme spécial pour savoir que on ne doit pas permettre que quelqu'un vienne se saisir de cette télévision-là et que nous, pour regarder une image désormais qu'on a lui demandé pardon, nous voulons regarder une image. Non. Je pense que à un moment donné, les intérêts égoïstes sont tellement survoltés que les gens ne sont plus regardants sur un certain nombre de choses. Non, ce n'est pas normal ce que les gens sont en train de faire. Parce que, comme je le disais tantôt, qu'est-ce qui coûte à l'État de s'asseoir, de faire un audit et de se dire voilà là où il y a le problème. Nous avons pu localiser tel problème, nous avons pu déterminer tel problème. Et comment est-ce qu'on le résout? Maintenant, on peut, de manière concertée et impliquée, faire appel à un certain nombre de compétences pour pouvoir résoudre le problème. Denis a mentionné un certain nombre, n'est-ce pas, de difficultés. Comment est-ce que vous pouvez confier la gestion technique d'une société comme celle-là à un concurrent privé, c'est-à-dire qui est là d'abord pour faire son business à lui, mais vous lui dites, bon écoutez, désormais, pour que, c'est un peu comme si STV aujourd'hui disait à une chaîne concurrente, viens t'occuper de mes caméras, viens t'occuper du dépannage de mes caméras et viens t'occuper, n'est-ce pas, je ne sais pas trop quoi, de mon matériel technique. Ça ne fait aucun sens, ça n'a tout simplement pas de sens. L'État a les moyens de susciter des partenaires. Par exemple, si c'est une question de transport, l'État a les moyens de susciter un partenaire qui va s'occuper de ce volet et de bien s'occuper, que ce soit quelqu'un d'indépendant, mais qui va se focaliser uniquement à cette tâche-là. Si c'est pour le traitement, l'État a également les moyens de susciter un partenaire, n'est-ce pas, qui va venir s'occuper de ce traitement-là. Mais aller confier cela à une entreprise privée de surcroît, concurrent, n'est-ce pas, à cette entreprise-là, ça me semble être du vaudou. Et ça ressemble à une mort programmée, n'est-ce pas, de la CDC, à des fins que nous pouvons tout de suite déduire, c'est-à-dire que tuer pour reprendre, fragiliser pour reprendre. C'est malsain, ça témoigne, n'est-ce pas, de la notion que les uns et les autres, n'est-ce pas, au plus haut niveau de l'État, c'est de la notion qu'ils se font, n'est-ce pas, du patriotisme, et c'est une notion qui est aujourd'hui galvaudée un peu partout. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut que dans un sursaut d'orgueil national, que l'on pense quand même à trouver les moyens pour pouvoir non identifier les problèmes de la CDC et les résoudre, recapitaliser pour faire tourner, n'est-ce pas, cet appareil de production. Denis, en dernière question de la fin de cette émission, alors que faut-il faire là pour préserver cette entreprise? Je suis entré en contact avec un cabinet espagnol qui était chargé, dans le cadre de votre enquête, bien sûr, qui était chargé d'évaluer l'utilisation des subventions de l'Union européenne à la filière banane au Cameroun. Bon, ce n'est pas le lieu d'en parler. Et on commence à comprendre un certain nombre de choses. C'est un véritable scandale. C'est un véritable scandale parce qu'on ne peut pas investir 32 milliards de francs CFA dans le développement de la filière banane et sortir avec un résultat négatif. Sans que personne ne lève le petit doigt pour exiger un audit. La seule solution aujourd'hui, c'est un audit de l'utilisation de fonds de la subvention de l'Union européenne, un audit du fonctionnement de l'association de l'interprofession, la SOBACAM. Si cela est fait, on aura une vue assez claire sur ce qui a pu se passer avec la CDC. Encore qu'on aurait pu voir, vous savez qu'il y a la SPM en Banga qui produisait 40 000 tonnes de bananes, qui a disparu dans les mêmes conditions. Au début, quand on a suivi cette affaire de bout en bout, et tout avait été fait pour que cette entreprise disparaisse. Si rien n'est fait, le sort qui a été celui de la SM va être le sort
de la CDC. Sauf que pour la CDC, on ne peut pas quand même se permettre de perdre le deuxième plus grand employeur après l'État du Cameroun dans des conditions assez rocambolesques. Il faut que les dirigeants de notre pays regardent cette affaire de plus près. Et il faut en profiter justement pour faire en sorte que l'autorité, qui est une autorité, par exemple de la banane, qui est une autorité de la banane, qui ne soit pas aux ordres, parce qu'au niveau du Cameroun, c'est aux ordres de la fruitière, au niveau international, c'est encore aux ordres de la fruitière. Dans cette condition-là, on ne peut jamais développer, parce que tout à l'heure, quand on disait que si l'État cède la CDC à un concurrent de la CDC, ce concurrent ne va jamais développer la CDC. Ce concurrent va lever les fonds, appuyer sur le patrimoine de la CDC, lever des fonds pour développer son activité. Pas au Cameroun, parce que il est établi que les fonds qui étaient alloués au MAB au Cameroun se sont retrouvés dans des plantations en dehors du Cameroun. C'est ce qui a fait qu'on ait ce résultat négatif-là. Avec les 6 000 hectares de terre, vous pouvez lever beaucoup de milliards d'euros et développer. Vous pouvez gagner votre vie en tuant tout simplement l'activité de la CDC. Et c'est ce qu'il faut absolument éviter. Mais sauf que je suis quand même surpris que ce soit les journalistes, que ce soit les citoyens qui en parlent comme ça, alors qu'il y a quand même l'État propriétaire. Alors, si l'État propriétaire continue de se faire représenter par des personnes qui ne sont pas, qui n'ont aucune notion, n'est-ce pas, de la préservation de la chose publique camerounaise, on ne va jamais sortir de l'ornière. Merci Denis Kwebo, merci à vous Edmond Kouyaté. Je voudrais également dire merci à Vincent Kouyaté qui était là en début d'émission. Merci également une fois de plus à Christian Ebeke qui a intervenu depuis la Belgique. Et puis merci à Ernest Dikoum, l'ancien directeur général de Camerco qui depuis le Sénégal nous suit et nous a apporté quelques contributions, notamment en ce qui concerne le premier thème qu'on a développé dans cette émission, la sonnette d'alarme que tire le JICAM au regard de la situation actuelle par rapport au Covid-19, qui évidemment a un impact assez négatif sur un certain nombre d'entreprises. En deuxième thème, on a vu comment sauver la CDC, parlant évidemment de la relance, les enjeux de cette relance, avec Denis notamment qui a travaillé là-dessus en tant qu'enquêteur. Si avec votre permission, je crois qu'il y a à peu près 3 articles qui vont paraître sur la CDC et peut-être que on comprendra mieux. On comprendra mieux. Oui. J'espère avoir le privilège également de les comprendre. Bien sûr, bien sûr. Une fois que c'est publié, dis-moi juste l'adresse. Parce que c'est un travail d'État. Nous sommes très intéressés par ça. À d'autres pays où des débats comme ceux-ci s'organisent. C'est comme ça. C'est-à-dire que la presse écrite va sur le terrain faire le travail que la caméra ne fait pas et les acteurs des médias, les acteurs de l'économie reviennent à la télévision pour discuter de la matière première collectée par eux. Il faut que cet enchaînement, cet engrenage-là existe chez nous pour que des thématiques. Moi, je suis très content de passer à une émission comme ça au premier plateau. C'était assez intéressant. La télévision n'est pas là pour que les gens se chamaillent. La télévision est là pour que les gens qui regardent comprennent quelque chose. Et les gens ont envie de comprendre. Donc, c'est un honneur pour moi d'être sur ce type de plateau qu'on voit seulement ailleurs. Il faut que ça commence à... Que les autres... Moi, je suis toujours pour le pluralisme. Il faut que les autres médias aussi copient cet exemple. Je retrouve assez facilement le syndicaliste, le président du SNDC. C'est pour le bien de tout le monde. Dans son rôle. Merci infiniment, Denis. Merci à vous à la maison qui êtes resté regarder cette émission. À mardi prochain pour une autre édition de Cartes sur table. Bonsoir.